Bonjour, nous sommes le vendredi 11 octobre, nouvelle édition du 7-8, l'actu sur TV Fil, le journal de la rédaction. Voici les titres de cette édition. Les militants PS ont désigné à travers la France leurs candidats pour les municipales. Cartographie à suivre de ceux qui se présenteront sous l'étiquette socialiste dans les Yvelines. Paris-Saclay, ce projet qui mêle à la fois des enjeux économiques, d'éducation et de logement prend forme avec la visite hier jeudi de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, pour inaugurer le centre de recherche et de développement d'EDF. Explication, enjeux à suivre. Et puis le festival de la bande dessinée de Buc à 20 ans, devenu incontournable dans le monde du 9e art. Il proposera ce week-end de rencontrer une cinquantaine d'auteurs français, belges, canadiens, mais aussi chinois. Nous en parlerons avec le maire de la ville, ainsi qu'avec Eroc, le scénariste de la série Les Profs, qui sera présent pour ce festival. Ce sera dans une dizaine de minutes sur ce plateau. L'image du jour, pour débuter, c'est l'ouverture de la fête d'automne des marchands égaliéristes du quartier de la Geôle et du Bailliage à Versailles. Jeudi soir, en présence de Stéphane Bern, un amoureux de la cité royale. Le coup d'envoi de ce rendez-vous prisé des collectionneurs professionnels et amateurs en quête d'objets rares a été donné. Le thème de cette édition, aujourd'hui, Versailles vous est compté. La manifestation dédiée à l'art existe depuis plus de 30 ans. Elle est gratuite, elle se poursuit jusqu'à dimanche soir. On écoute Stéphane Bern au micro de Véronique Iturbide et d'Élodie Moine. Les gens savent que j'aime passionnément l'histoire, que l'histoire c'est quelque chose qui se transmet. Ça se transmet aussi à travers les objets, à travers les objets d'art. Là vous êtes vous avez un cadre très doré, mais c'est avec des cadres dorés. Et je veux dire, peut-être ces morceaux de bois vous racontent aussi une histoire. Mais tous ces antiquaires qui sont ici, mobilisés et qui participent à la fête, racontent à leur manière une histoire qui est la nôtre. Et je pense qu'un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. Donc j'encourage toutes les manifestations qui défendent à la fois l'histoire et puis l'initiation au beau. Les élections municipales approchent, les formations politiques dévoilent peu à peu leur tête de liste, UDI, Modem, UMP, même si certains cas restent encore à trancher. C'est maintenant au PS, aux socialistes de donner des noms. Ce sont les militants qui les ont choisis lors de votes jeudi soir, des primaires dans chacune des communes. Voici les résultats pour une partie du département. Plus de 2000 adhérents au Parti socialiste ont désigné jeudi soir leur chef. Plus de 2000 adhérents au Parti socialiste ont désigné jeudi soir leur chef de file dans les différentes communes des Yvelines pour les prochaines municipales. Des chefs de file qui devraient mener des listes sur leur nom, sauf ordre contraire donné au niveau national pour les villes de plus de 20 000 habitants, et sauf également accord avec des formations politiques. Le PS soutiendra d'autres candidats de gauche sur le département. Il y a des négociations qui sont engagées au niveau fédéral. Donc on discute depuis toujours. On ne recommence pas à discuter maintenant. Ça a été des discussions permanentes pour se mettre d'accord sur des objectifs, sur des programmes. Exemple de soutien à un candidat non socialiste, voisin le Bretonneux, et le divers gauche Jean H, ou encore Saint-Cyr-l'École avec Daniel Guerson, lui aussi divers gauche. En attendant d'autres éventuelles alliances, les maires sortants ont reçu le soutien des militants, notamment à Saint-Quentin en Yvelines, de François Deligny à Guyancourt, à Bertrand Houillon, à Manille-et-Hameaux. A noter qu'à Trappes, Guy Malandin n'était pas candidat pour être chef de file socialiste, mais il sera bien tête de liste en mars. Michel Bessot à Elancourt ou Vivien Gasque à Montigny-le-Bretonneux auront la tâche de faire basculer des communes détenues par la droite. Quant à la ville de Maurepas, les électeurs du PS ont désigné Ismaël Havane pour être leur candidat. Le conseiller général du canton a été préféré au conseiller municipal sortant Hervé Miclot. J'ai pas eu d'échange direct avec Hervé Miclot, mais je pense qu'il sera en plus en tant que secrétaire de section dans une logique de rassemblement lui aussi. L'ensemble des candidatures sera officialisé lors d'une réunion du Parti socialiste prévue le 5 novembre. Parmi les cas indécis, Bois d'Arcy. Claude Villet a 80 ans. La logique de reconduite des maires sortants devrait lui permettre de recevoir l'investiture malgré son âge qui fait débat. Il n'a d'ailleurs pas sollicité le soutien des militants de sa ville hier qui ont donc désigné un autre homme, leur responsable local, pour les représenter en mars. Une autre candidature a été annoncée à Saint-Cyr-l'École, cette fois-ci, celle d'Étienne Erasmus, membre d'opposition dans le groupe Réussir au conseil municipal. Une candidature motivée par, je cite, un constat de la gestion catastrophique de la majorité actuelle, d'absence d'alternatives crédibles au sein des autres groupes. Il se présente sous l'étiquette du centre et de la droite républicaine. Municipal toujours, mais du côté du Modem, les chefs de file et têtes de liste seront présentés dans les Yvelines samedi matin à Versailles. Le président du Modem, Bruno Tabary, évoquera les différentes candidatures et peut-être également la sienne sur Plaisir, où il siège dans l'opposition.
Le plateau de Saclay, pour l'heure des universités, des centres de recherche et beaucoup d'espaces agricoles. Mais demain, cela devrait être une Silicon Valley à la française, un projet initié par l'ancien président Nicolas Sarkozy, soutenu toujours par l'actuelle majorité. Le site a d'ailleurs reçu la visite du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, Olivier Maniscalco, Patrick Jacques de Dixmude. Mesdames, Messieurs, il est toujours un moment dans l'élaboration d'un grand projet où tout bascule. Tout bascule du rêve à la réalité. Et je crois qu'avec Paris-Saclay, nous sommes à ce moment-là, nous devons en être parfaitement conscients. Le chantier de la Silicon Valley à la française, c'est parti. Initié dès 2007, le projet Paris-Saclay a enfin bouclé son financement et peut donc démarrer. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault était ce matin sur le campus à Gif-sur-Yvette pour inaugurer le centre de recherche et développement d'EDF. Il en a profité pour annoncer que 85 millions d'euros seraient débloqués pour la création d'un centre de recherche sur les énergies décarbonées. Projet scientifique unique en France, Paris-Saclay va proposer une idée simple, faire se croiser sur un même site étudiants, chercheurs, enseignants et le monde de l'entreprise. Le but, être à la pointe de l'innovation et faciliter la création de start-up axées sur les technologies de demain. En fait, en France, on a pas mal de PME, on a pas mal de start-up. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de plate-fond de verre. Et nous, ce qu'on pense, c'est que par la proximité du centre de recherche de Paris-Saclay, eh bien, on va être un vecteur qui va aider ces PME à croître. C'est quand même la recette qui a fait que la Silicon Valley et la Silicon Valley, nous, avec notre génie français, on veut faire la même chose, mais avec nos moyens et avec notre inventivité. Selon les prévisions, d'ici à 2030, 600 000 m² de locaux d'enseignement, de bureaux et de logements verront le jour. Côté transport, une liaison directe est prévue entre l'aéroport d'Orly et Versailles. 1/5 de la recherche française devrait se regrouper à terme sur 7 700 hectares de terrain. Le coût total du projet est estimé à près de 2,5 milliards d'euros. Et pour aller un peu plus loin sur ce dossier, Guillaume Pasquier, directeur général délégué de l'établissement public Paris-Saclay, était l'invité du journal cette semaine. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. C'était un jour très important pour Paris-Saclay et le thème de la visite du Premier ministre et le message qu'il est venu passer, c'est venu pour rappeler les fondamentaux de ce projet, un grand projet scientifique, un grand projet technologique qui s'inscrit dans le contexte d'un grand projet urbain, d'un grand projet d'aménagement. Mais je crois que l'extrait du discours que vous avez choisi était le bon, puisque le message le plus fort de la journée, c'est un projet qui dure depuis un certain temps. C'est que c'est une réalité Voilà, aujourd'hui. c'est que ce n'est plus un rêve, c'est une réalité. Et le fait qu'il soit venu poser la première pierre de ce grand chantier d'EDF, et j'en dis un mot, EDF, ce sera au total 70 000 m², avec un centre de recherche et le centre de formation des cadres et des salariés d'EDF. Au même endroit, juste à côté de ce grand campus, intégré même à ce grand campus de l'Université Paris-Saclay. Excellente illustration de la coopération dont on espère des fruits nombreux entre la recherche publique et la R&D privée. Alors qu'une manifestation est annoncée pour samedi après-midi à Poissy devant les locaux du constructeur automobile PSA, les syndicalistes sud ont reçu cette semaine la visite d'Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, ancien candidat à la présidentielle également. Sept syndicalistes sud poursuivent une grève de la faim depuis plus de 20 jours. Ils entendent protester contre une discrimination syndicale. Claire Cambier, Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place cette semaine. 20 jours de grève de la faim, 20 jours que ces 7 ouvriers et syndicalistes sud de PSA Poissy campent devant les bureaux de leur direction. Leur combat, dénoncer leurs conditions de travail et le harcèlement moral qu'ils subissent. Mais pour le moment, leurs revendications sont restées lettres mortes. Alors, leur lutte continue malgré les alertes des médecins. J'ai un problème cardiaque et je refuse d'arrêter. Je préfère crever ici et ne pas lâcher. On a un collègue qui dort dans la tente, il a perdu 21 kilos. Et quand il marche, il fait comme ça. PSA, c'est-à-dire l'indifférence totale. La direction, jointe par téléphone, n'a pas souhaité s'exprimer. Un comité de soutien solidaire, rassemblant associations, partis, syndicats, a été créé le 3 octobre. Les membres se relaient pour soutenir les grévistes. Aujourd'hui, c'était au tour d'Olivier Besancenot. L'espoir qu'on a, on verra ce qui se passe donc le 10 c'est après-demain aussi, autour de l'accord compétitivité, si ça peut être aussi un moyen de tout faire ressurgir à la surface, quoi. Voilà, pas simplement les accords de compétitivité, mais aussi ce qu'il y a derrière et ce qui vous arrive aussi.
Les autres syndicats ne soutiennent pas leur mouvement mais étaient unis le 3 octobre lors d'une mobilisation nationale contre l'accord compétitivité. Samedi, les grévistes invitent leur soutien à une marche vers la mairie à 14h. Fait divers, 2 élèves du lycée militaire de Saint-Cyr-l'École agressés par une dizaine de jeunes. L'information a été révélée ce jeudi. L'une des victimes est légèrement blessée à la tête. L'agression s'est déroulée peu avant 17h dans la rue. Près de l'établissement, les élèves étaient en tenue civile. Ils ont porté plainte. 3 personnes de 18 ans ont été interpellées. Voici la réaction ce matin du chef de corps de l'établissement. Je suis étonné parce qu'on vit sur Saint-Cyr-l'École depuis des années. C'est quand même... voilà, c'est... La ville vit autour de son lycée et le lycée vit dans sa ville. Et je n'ai pas connaissance, moi, d'actes de ce genre-là auparavant. Donc qu'est-ce qui a provoqué? Je ne sais pas du tout. Moi, je me suis assuré que mes élèves avaient eu un comportement exemplaire, n'avaient pas provoqué, n'avaient pas fait quoi que ce soit pour créer ça. Mais apparemment, bon voilà, moi j'en sais pas plus, il n'y a que l'enquête qui pourra le dire. Je ne voudrais pas qu'on en arrive à mettre 2 communautés qui ont toujours vécu parfaitement en phase, en opposition. L'enquête est confiée au commissariat de Fontenay-le-Fleury. La semaine du handicap sur Montigny-le-Bretonneux, 10e édition. Elle permet durant quelques jours en octobre de sensibiliser adultes et enfants. Après une série d'animations à la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines avec notamment un rallye et découverte et des personnes en situation de handicap, vous en voyez les images, ou encore des rencontres sportives en hand-fauteuil, basket-fauteuil, également la venue de Philippe Ribière, champion d'escalade malgré des contraintes physiques liées à sa maladie. Ce week-end, clôture avec la mobilisation toujours des bénévoles. Un triathlon de l'Espérance porté par l'association Média Handicap est proposé de 14h à 17h au centre sportif Pierre de Coubertin. Marie-Noël Tarot, en charge de l'action sociale sur la ville, revient sur les résultats d'une telle semaine. C'est vrai que le regard a changé et surtout le fait que le travail que nous avons essayé de développer, c'était un travail vis-à-vis des enfants. Et donc nous sommes partis du principe que si nous informions ce qu'était le handicap, si nous faisions participer les enfants, eh bien, petit à petit, au fur et à mesure de leur évolution, lorsqu'ils deviendront adolescents et lorsqu'ils seront adultes, eh bien, peut-être qu'ils n'auront plus, disons, tout ce qui faisait le frein à la connaissance du handicap et le fait de se dire que quelqu'un a dit un jour qu'on était tous des handicapés en puissance, effectivement, pourquoi pas, mais que c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on ne peut pas faire. Mobilisation également contre le cancer du sein en ce mois d'octobre parce que 48% des femmes ne participent pas au dépistage et que chaque année la maladie entraîne plus de 12 000 décès. Est né Octobre Rose, une mobilisation nationale qui passe notamment par la danse avec plusieurs cours de Zumba. Zumba Rose organisé pour lever des fonds. Yolène Torres, Patrick Jacques de Dixmude. Scott ce jour-là, toutes en rose. Ces femmes font de la Zumba au profit d'une seule et même cause, le cancer du sein. Une femme sur 8 est encore touchée en France, comme Eugénie. Elle s'est engagée dans la lutte contre le cancer du sein à travers la Zumba. Ça m'est venu après le cancer, parce que moi j'ai eu un cancer en 2009. J'ai voulu continuer le combat, c'est ma manière à moi d'aider les autres femmes qui sont aujourd'hui atteintes d'un cancer et de leur montrer que voilà, on peut guérir, on peut avoir une vie normale et la vie continue, quoi. L'objectif de cette journée est aussi de sensibiliser au dépistage. Parce que malheureusement, les femmes ne sont pas assez sensibilisées. On pense que ça arrive à peu près vers 45-50 ans. Parce que le dépistage se fait à partir de 50 ans. Mais les femmes sont touchées de plus en plus jeunes. Et c'est vraiment important de se faire dépister le plus tôt possible. Même discours du côté des médecins, le docteur Mayer est favorable à la mammographie dès l'âge de 40 ans. Plus on se dépiste tôt, plus on augmente les chances de guérison. Et ça, c'est vraiment important, en plus en ayant de moins en moins de séquelles. C'est-à-dire que plus on dépiste tôt, plus on diagnostique tôt, et moins il y aura de séquelles des traitements dans l'avenir. Le cancer du sein tue encore plus de 10 000 personnes par an. Pour ce médecin, les progrès thérapeutiques sont considérables, plus de 2/3 des femmes en guérissent. Aujourd'hui, la recherche scientifique tente de mieux cibler les traitements. Et pour ça, il faut aussi qu'on ait les moyens financiers. Et ça, c'est un très très gros débat dans tous les pays et en particulier en France.
Cette journée a permis de récolter au total plus de 3 750 € pour la Ligue contre le cancer du sein. Chaque année, plus de 40 000 nouveaux cas sont détectés. Et la lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose encore à Rambouillet, ont été présentées cette semaine ces milliers de fleurs abritées dans le domaine, des floraisons roses, symbole d'un élan de solidarité envers celles et ceux qui luttent contre cette maladie. Dès la fin de l'hiver, les plants ont été mis en serre avant d'être disposés à travers ce site, labellisé Jardin remarquable de France, appartenant aujourd'hui au domaine présidentiel. L'occasion surtout de rappeler que le cancer du sein se positionne au premier rang des décès par cancer chez la femme. On passe à la culture. 9e art, le festival de la bande dessinée de Buc va se dérouler demain, samedi et dimanche. Je reçois sur ce plateau Jean-Marc Lerudulier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Buc, et Gilles Corr, connu sous le nom d'Eroc, scénariste des profs. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez participé activement à cette édition. D'ailleurs, on va le détailler tout à l'heure. Vous êtes impliqué auprès des enfants de la ville. On va découvrir tout d'abord l'affiche de cette 20e édition du festival, affiche signée Michel Blanc-Dumont. Et on va commencer par là. Le festival fête ses 20 ans. C'était un pari osé au début d'un amateur de bande dessinée. C'était effectivement un pari osé parce qu'en 1994, lorsque un Bucquois nous a écrit pour essayer d'associer la ville à un festival de bande dessinée, on a un petit peu hésité sur le moment et puis on est parti. On est parti et je crois que c'est vrai que ça fait très curieux d'arriver cette année au 20e anniversaire, ce qui veut dire que quelque part c'est un festival sérieux. Nous espérons bien fêter les trentenaires, hein. On verra bien, pas moi sûrement, mais d'autres. Mais je crois que c'est un moment important pour tous les acteurs, pour les auteurs, effectivement, qui ont participé de beaucoup à de très nombreux festivals de Buc, et puis pour tous ceux qui se sont inclus, qui se sont associés, si vous voulez, pour qu'effectivement ce festival grandisse. Alors, on arrive en 20e. Aujourd'hui, 20e anniversaire, ah oui. Bientôt les 30 ans. Vous serez encore là tout de même pour le célébrer. Ça, je sais pas. C'est un festival qui se veut à la fois lieu incontournable pour les collectionneurs, mais aussi ouvert à toutes les familles. Il y a des animations, si on peut juste faire une petite parenthèse. Il y a des ateliers dessin, des ateliers caricature aussi, maquillage. Vous vouliez ce rendez-vous pour les familles aussi, hein? On a voulu surtout un rendez-vous pour les familles. C'est vrai que jusqu'au 18e, je crois, l'entrée était payante. C'était comme ça. Et puis, on a décidé, à partir du 18e, de rendre cette entrée complètement gratuite. Et là, on a vu exploser, effectivement, le nombre de personnes qui sont venues visiter, puisque l'année dernière, nous avons atteint plus de 4500 visiteurs. Ce qui est un beau chiffre. Alors, nous espérons, effectivement, cette année, encore aller plus fort. Alors, je vous le disais, le festival commence samedi, dimanche, mais en fait, il commence dès ce soir, puisqu'il y a aussi des projections de films. Il y a une projection de film ce soir, puisque le 7e art s'est toujours penché sur le 9e art, la bande dessinée, les profs, que vous connaissez bien, puisque vous êtes concepteur et scénariste. Eroc qui est avec nous aujourd'hui. Cette bande dessinée a fait l'objet d'un long métrage, meilleur succès français de 2013, réalisé par PEF. Il sera proposé vendredi soir, 20h30, donc dès ce soir. Je serai là d'ailleurs. Et vous serez là, oui, effectivement, pour rencontrer le public. Allez-y. C'est ce que j'allais dire. Si, vous y serez. Et quel regard vous portez sur ce film, alors justement? C'est l'occasion de vous faire réagir. C'est difficile. J'ai du mal à être objectif sur ce film, parce que c'est vrai qu'on a eu des très bons contacts avec l'équipe, avec aussi bien l'équipe technique que les acteurs, etc. Donc évidemment, sans être directement impliqué dans le scénario, j'avais envie d'aimer ce film-là avant même qu'il existe. Et heureusement, j'ai pas eu trop à me forcer. J'ai trouvé qu'il s'était très bien débrouillé. Ça restait fidèle à l'univers que vous aviez inventé. C'est fidèle, tout en étant un peu en trahissant des choses, parce qu'il faut le faire, c'est une adaptation, et je trouve qu'il y a même des idées que moi je n'ai jamais eues, et je suis assez jaloux de certaines idées du film. Donc c'est très bien, c'est une vraie adaptation, c'est vraiment le regard du cinéaste sur cette BD. Alors cette BD, Les Profs, née dans le journal de Mickey, avec votre collègue Pika, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Puis également, ça séduit les familles, mais alors également les professeurs, parce que vous faites un petit tour de force, c'est que les professeurs lisent ça aussi. Oui. Comment vous avez fait pour les séduire aussi? On s'était dit, c'est dans la caricature, hein, quand même. On s'était dit effectivement que c'était surtout pour les enfants. Et bizarrement, quand on commençait à faire des dédicaces, on a vu arriver des enseignants, quoi. Et après, on a vu arriver des tas de gens qui n'étaient même pas
particulièrement concernés par le sujet, mais qui aimaient bien le ton ou qui avaient entendu parler de la série. Donc du coup, alors évidemment, les profs qui n'aiment pas notre BD, on ne les voit pas. C'est normal. On ne va pas faire la queue 1 heure pour une dédicace, simplement pour adresser l'auteur. Mais dans l'ensemble, ça passe très bien, parce qu'on est notre point de vue, ça a toujours été de ne pas être malveillant envers la corporation. Au contraire, de mettre plutôt en avant toutes les difficultés, les galères, et en faire des gens normaux. Parce que l'éducation, on en parle quasiment tous les jours. Les politiques nous rappellent régulièrement cette actualité. Il y a des choses que vous vous interdisez, dont vous ne parlez pas que ce soit trop lié à l'actualité. Les rythmes scolaires, est-ce que ce sera à l'honneur de la prochaine BD, le prochain tome, le 16e, qui doit sortir en novembre, Les rythmes scolaires, on peut en parler parce que ça revient. Moi, ce que j'évite l'actualité, le fait d'actualité qui risque d'être oublié dans 5 ans, par exemple. Parce que moi, mes albums seront toujours disponibles, j'espère. Et dans 5 ans, on aura oublié un petit fait d'actualité. Par contre, le fait qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des réformes, qu'il y ait des ministres qui changent, ça c'est récurrent. Ça c'est des choses récurrentes. Donc je peux jouer avec ça, c'est toujours rigolo. Voilà. Donc l'actualité, oui, mais l'actualité qui dure sur le temps, quoi. 16e volet, je le disais, qui sortira en novembre 2013, absolument. Qui sortira le mois prochain. On en revient à ce festival de Buc, tout de même le projet que vous avez mené avec les élèves, Ma vie en bulle. On va voir l'une des planches. Ce sera vendu lors du festival. Monsieur le maire est venu avec cette bande dessinée. Peut-être la présenter, même si on en voit la couverture. Et puis quelques planches aussi. Comment vous avez travaillé? Ce sont des histoires qui ont été réalisées par des enfants des écoles de Buc, de Bièvre, de Fontenay et de Viroflay. Voilà. Alors, comment s'est passé le travail avec eux? Ça a duré combien de temps? Alors déjà, je fais un petit coucou à mon collègue Fred Vigneault qui n'a pas pu venir et qui a travaillé. Enfin, nous avons travaillé, lui, sur des classes avec certains élèves, moi avec d'autres. Donc l'idée, c'était de faire une bande dessinée de 7 pages en groupe, ce qui est très difficile, avec des enfants qui, a priori, ne savaient pas comment on faisait une bande dessinée d'une façon, entre guillemets, professionnelle, c'est-à-dire les différentes étapes de réalisation d'une BD. Donc on a fait ça sur 5 séances. On a inventé une histoire ensemble. Enfin, ils ont inventé une histoire. Et après, on a essayé de faire rentrer ça dans des cases, de découper l'histoire, de la dessiner et de la mettre en couleur. Et en fait, ça nous a pris plusieurs mois, enfin 5 séances en tout. Et c'est passionnant parce que c'était une découverte pour eux. Oui, pour eux et puis pour moi aussi, je l'avais jamais fait, donc c'était très intéressant pour moi. J'avais déjà fait des interventions sur la BD, mais surtout avec des plus grands, des collégiens. Et là, les enfants, en fait, ils ont pensé qu'en une demi-heure, ce serait réglé, ils auront fait leur petite BD, et ils se sont rendus compte qu'on avait mis pratiquement 6 mois. Et entre chaque étape, ils ont pu réfléchir à ce qu'ils avaient fait, à ce qu'ils feraient après. Et ils se sont rendus compte que c'était effectivement, c'était agréable de dessiner, mais quand on voulait faire quelque chose qui soit lu par quelqu'un d'autre, il fallait que ce soit bien fait et que ce soit fait dans un certain ordre. Alors, puisqu'on est en train de parler de ces différents ouvrages qui ont été faits pour le festival, il y en a un autre également qui reprend la vingtaine d'affiches qui ont été réalisées depuis 1994 avec des dédicaces, des photos également. Là, vous vouliez marquer le coup. Il y a eu 2 ouvrages donc, qui seront édités et disponibles pour le festival. On voulait marquer le coup pour les 20 ans. Alors, l'histoire de Ma ville en bulle, ça, c'est une expérience avec les enfants qu'on a voulu et c'est une expérience très enrichissante, mais on voulait marquer le coup particulièrement sur les 20 ans. Et c'est vrai que l'idée de faire un album collector qui regroupait les 20 affiches et puis des dédicaces de certains auteurs, des dessins, des dessins préparatoires à leur affiche, des dédicaces de certains auteurs également, fait que ce bouquin, à mon avis, va se vendre très rapidement. Il faudra être présent très rapidement dès l'ouverture de ce festival, festival qui fête sa 20e édition. Vous étiez déjà venu sur ce festival lors des précédentes éditions. Quel regard vous portez sur les 20 ans d'un festival de BD ? Je trouve ça très bien, que ça prouve qu'il a sa place déjà, parce que c'est pas évident de faire 20 éditions d'un festival. Il y a énormément de festivals de BD en France. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent au bout de 2 ou 3, pour plein de raisons. Mais le fait d'arriver à 20 ans, c'est déjà une belle performance. Et je voulais dire aussi le fait que ce soit un festival gratuit, c'est très bien parce que c'est rarement le cas finalement. Moi qui en fais beaucoup, je me rends compte qu'il y a pratiquement toujours un prix d'entrée. Et c'est vrai que ça laisse à la porte des gens qui viendraient simplement se promener et qui vont pas le faire si c'est payant. Et vous y serez présent pour une série de dédicaces, en tout une 50aine d'auteurs. Il y aura même des auteurs chinois qui seront présents. Ce sera la découverte. Et puis vous pourrez aussi le découvrir sur notre antenne puisque nous viendrons vous rendre visite sur le festival pour faire un petit bilan ce week-end. Merci à tous les deux d'être passés sur ce plateau, évoquer cette édition anniversaire. Autre anniversaire, c'est Déclic Théâtre qui fête aussi ses 20 ans samedi soir. La compagnie d'impro de Trappes qui a vu les premiers pas de Jamel Debbouze, Sophia Aram, Arnaud de Samer, Issa Doumbia et tant d'autres et qui était surtout vecteur d'intégration par la culture fête ses
20 ans, samedi soir à Trappes. À la Meurise, nous avons rencontré Papy et Mélanie Lemoine, le fondateur et la nouvelle directrice artistique. Il y a 20 ans maintenant que cette compagnie existe. Donc on s'est dit qu'il fallait marquer le coup. C'est qui lui ? On l'a vraiment conçu comme un cadeau. Tous les talents qui ont traversé Déclic, plus ou moins longtemps, pour différentes raisons, pour différentes choses, on essaye de mutualiser tous ces talents-là pour offrir un cadeau. C'est un spectacle dans lequel on fait la fiesta. Ne dis pas que t'es un homosexuel. Ta mère est homosexuelle. C'était quand même un sacré challenge de préparer cette soirée parce qu'effectivement, Déclic Théâtre, c'est une compagnie dans laquelle il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de savoir-faire, il y a beaucoup d'envie aussi. Et il y avait en plus l'envie de surprendre. Donc il fallait réussir à faire un truc avec tout ce qu'on sait faire et en plus des trucs nouveaux. Donc on sait faire du masque, on sait faire de l'impro, on sait faire des pièces de théâtre, on sait faire de l'humour aussi. Donc voilà, c'est comment ce patchwork artistique d'une densité incroyable puisse se retrouver dans une seule soirée. Effectivement, il y a quelques têtes d'affiche et j'ai presque envie de dire, j'ai presque pas envie de les nommer là parce que les gens les connaissent, ils connaissent leur parcours et j'aimerais aussi nommer tous ces enfants, tous ces jeunes qui sont des milliers à être passés depuis 20 ans par cette compagnie parce que j'ai envie que ça soit la fête de Déclic avant tout et de tous. C'était dur hein. C'était dur. J'ai 2 minutes. C'est pour ça que je t'ai dit de rentrer. Non mais je pense que j'ai perdu les réflexes. Faut que je m'y remette. Mais je pense que ça va revenir vite. Fin de ce journal à retrouver en replay sur notre site internet, accessible également depuis votre smartphone, votre ordinateur. Je vous retrouve lundi en direct à 18 h. Pour vos loisirs, n'oubliez pas le 7-8 Week-end présenté cette semaine par Anthony Reich.